Nous sommes en pleine guerre froide. À New York, un homme fait une chute inexpliquée de la fenêtre d'un hôtel. Dans le Kentucky, lors d'une expérience secrète, on fait ingérer du LSD à des détenus pendant 2 mois et demi. À Montréal, un médecin fait subir des centaines d'électrochocs à ses patients psychiatriques. Jusqu'où est allée la CIA pour lutter contre la nouvelle menace communiste? Guerre biologique, lavage de cerveau et même assassinat? Quelle est la véritable histoire des expériences secrètes de la CIA? Manhattan, 1953. 2 heures du matin en ce week-end glacé de Thanksgiving. L'hôtel Statler sur la 7e avenue. Un homme fait une chute mortelle du 13e étage. Le réceptionniste de nuit, Armand Pastor, se précipite sur les lieux. Je suis sorti, et là, j'ai vu un homme étendu près d'une cloison vitrée. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie. Mais il était étendu, et il me regardait. Il essayait de me dire quelque chose. Il me regardait de façon très intense, les yeux grands ouverts. Et j'essayais de lui parler pour pouvoir comprendre ce qu'il voulait me dire. S'agit-il d'un suicide ou d'un acte plus effroyable? La victime est Frank Olson, 43 ans, chercheur en armes biologiques pour l'armée à Fort Detrick dans le Maryland. Ce que peu de gens savent, c'est que Frank Olson travaille également pour la CIA. La mort d'Olson n'est qu'une des pièces mystérieuses d'un puzzle bien plus complexe qui choquerait les Américains s'ils en avaient connaissance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain procède à de nombreuses expériences médicales secrètes dans l'espoir de gagner la guerre froide. Exposant à leur insu de simples citoyens à des agents biologiques et chimiques. Développant des techniques de manipulation mentale pour créer des assassins sous contrôle. Et planifiant même des assassinats de dirigeants étrangers. Quelle est l'étendue de ces expériences de lavage de cerveau? Comment la CIA s'est-elle retrouvée impliquée dans des recherches aussi poussées et inquiétantes? Le jour du débarquement, la fin de la guerre révèle au monde l'étendue des atrocités nazies. Dans les camps de concentration, les recherches médicales sur les prisonniers incluent des expérimentations mentales autant que physiques. À Dachau, les Allemands faisaient des expériences sur l'hypnose et sur l'administration de drogue au cours des interrogatoires, afin de trouver un moyen de contrôler les individus et de les faire parler contre leur gré. Une volonté de maîtriser l'art de la manipulation mentale. De nombreux médecins nazis sont jugés pour crimes de guerre au procès de Nuremberg. Mais tous les criminels ne passeront pas devant les juges. Certains scientifiques dotés de compétences potentiellement utiles sont exfiltrés vers les États-Unis par la CIA dans le cadre de l'opération Paperclip. Certains ne pouvaient pas obtenir de visa parce que c'étaient des criminels de guerre. Donc Paperclip et d'autres projets étaient des opérations secrètes servant à contourner les exigences du département d'État pour les faire entrer aux États-Unis. Ces nouvelles recrues sont immédiatement mises au travail pour contrer une menace qui émerge rapidement, la puissance grandissante de l'Union soviétique. Dans les années qui suivent, la guerre froide prend une ampleur inquiétante, les deux blocs s'affrontant pour la suprématie militaire et scientifique. Ce sont les espions qui mènent la danse. La CIA se lance dans un programme de recherche classé ultra sensible de plusieurs millions de dollars sur l'utilisation secrète de matériel biologique et chimique. Une tournure bien innocente pour décrire un arsenal effrayant d'armes peu orthodoxes. Des bactéries pour infecter l'ennemi, des poisons pour les assassinats,
des sérums de vérité pour les interrogatoires. À la tête de ces recherches clandestines se trouve le docteur Sidney Gottlieb, responsable du département top secret de chimie de la CIA. C'est un chimiste qui a mis au point toute la méthodologie des gadgets de l'espionnage. Le genre de choses, si vous aimez James Bond, que Q lui donne. Gottlieb travaille en collaboration avec des scientifiques de l'armée à Fort Detrick au développement d'armes biologiques à l'usage de la CIA. Dans l'armoire à pharmacie à Fort Detrick, il y avait la maladie du charbon, la peste, la brucellose, toutes les grandes maladies. En 1953, ces opérations spéciales à Fort Detrick sont dirigées par Frank Olson. La semaine de Thanksgiving, Olson est à New York pour consulter un médecin, mais les détails restent flous. Il n'en reviendra pas. Sa famille apprend sa mort tôt le samedi matin. Eric, le fils d'Olson, a 9 ans à l'époque. Ils nous ont dit, on a quelque chose à vous dire, et nous ont expliqué que mon père était tombé ou avait sauté d'une fenêtre à New York. La nouvelle est aussi vague qu'elle est bouleversante. On n'a eu aucun détail, absolument aucun. La confusion entre tomber et sauter a commencé dès le début. D'après le rapport d'autopsie, le visage et le cou d'Olson présentent de graves lacérations. À l'enterrement, le cercueil reste fermé. Et on nous a donné comme explication que ces blessures étaient trop graves pour être exposées. À l'insu de la famille, 2 hommes de la CIA assistent aux funérailles. Le docteur Sidney Gottlieb et son adjoint, le docteur Robert Lashbrook. Il y a en effet une chose que la famille d'Olson ne sait pas encore. L'agent Lashbrook était dans la chambre d'Olson lorsqu'il est passé par la fenêtre et s'est tué. Les circonstances mystérieuses entourant la mort d'Olson soulèvent bien des questions. Certaines réponses sont enfouies dans ses activités secrètes pour la CIA. Olson est spécialisé dans les aérosols. Mais en 1953, sa carrière a évolué entre autres vers la recherche top secret dans le domaine de la guerre bactériologique. Pendant toutes ces années avec le gouvernement, il se posait des questions sur ce qu'il faisait. Il se demandait si c'était bien. Ensemble, la CIA et la division des opérations spéciales de l'armée planifient des expériences sur la dispersion de leurs nouvelles armes biologiques. À plusieurs reprises, elles simulent une attaque sur une ville entière. La cible, la métropole la plus peuplée du pays, New York. L'objectif est d'évaluer la facilité avec laquelle on peut contaminer une ville en diffusant des bactéries dans le métro. Des hommes de Fort Detrick se faisant passer pour des ouvriers industriels se postent sur les bouches d'aération du métro. Ils lâchent discrètement des bactéries inoffensives sur les voies, tandis que des agents répartis sur tout le réseau attendent pour faire des prélèvements. Les turbulences provoquées par les trains dispersent rapidement les bactéries dans les tunnels, infectant tout le réseau du métro en quelques minutes. Avec une substance plus dangereuse, une attaque similaire sur une ville ennemie pourrait s'avérer radicale et mortelle. La CIA n'est pas la seule à vouloir développer de nouvelles armes contre les communistes. L'Amérique signe un accord tripartite avec le Canada et la Grande-Bretagne. Les 3 nations vont œuvrer ensemble pour remporter la guerre froide. Les recherches britanniques sur les armes biochimiques ont lieu sur la base de Porton Down, au sud-ouest de l'Angleterre. Porton Down était à la pointe des recherches en biochimie dans les années 30 et 40. Porton Down était au courant de l'essai d'infiltration sur le réseau du métro new-yorkais. Il y avait un échange constant d'informations. Il était très courant de croiser un ou plusieurs scientifiques américains à Porton Down. En mai 1953, les chercheurs de Porton Down étudient l'une des substances les plus toxiques pour l'homme, le sarin.
Les expériences sont menées sur des volontaires de l'armée, mais les jeunes soldats n'ont aucune idée de ce à quoi ils s'exposent. Sur le tableau, il y avait une feuille tapée à la machine qui disait « Appel à volontaires pour aider à la recherche d'un vaccin contre le rhume. Les participants recevront une prime. » Je ne connaissais rien aux armes biochimiques. J'étais incroyablement naïf. En se portant volontaire, Ken Earl devient malgré lui un cobaye dans la guerre contre l'Union soviétique. Le 4 mai à Porton Down, lui et 5 autres aviateurs sont conduits dans une petite salle par 2 techniciens. Les 2 hommes nous ont dit de relever notre manche gauche pour exposer notre bras gauche. Les 2 hommes ont alors pris 2 morceaux de tissu et nous les ont scotchés sur l'avant-bras. Ensuite, ils nous ont fait mettre un masque en nous disant de ne le retirer sous aucun prétexte. Et ils ont refermé la porte sur nous. C'était très exigu, très petit. Et j'ai découvert plus tard que c'était une chambre à gaz, ce qui est terrifiant, bien sûr. Un technicien, avec un flacon et une pipette, a fait le tour des volontaires et il a déposé sur le tissu 20 gouttes sur 2 rangées. C'était un liquide transparent. J'ignorais ce que c'était. Je n'ai posé aucune question. Le liquide transparent est du sarin, un agent neurotoxique. Il est rapidement absorbé par la peau et les effets sont immédiats. J'ai fait une crise de claustrophobie. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur à l'idée d'être enfermé et de ne pas pouvoir respirer correctement. J'avais l'impression d'étouffer. Je transpirais abondamment. Et ça m'a vraiment rendu malade. Aujourd'hui encore, j'en fais des cauchemars. Au bout d'une demi-heure, on nous a laissé sortir à l'air libre, suffocant, crachant et trempés de sueur. C'était un magnifique matin de mai, ensoleillé, un vrai bonheur. Quelle merveille d'être en vie. Les dossiers correspondants désignent clairement le but de l'expérience: déterminer la dose mortelle de sarin. Les chercheurs obtiennent vite une réponse. 2 jours plus tard, un autre groupe de 6 hommes a subi la même expérience. Assis à ma place se trouvait un jeune homme de 20 ans, Ronald Madison. Et il est mort en l'espace de 45 minutes de la mort la plus horrible qui soit. Il écumait. L'ambulancier a dit qu'une mousse translucide lui sortait de la bouche. Une mort horrible. Si l'on en croit les dates sur son passeport et ses visites précédentes à Porton Down, il est fort probable que Frank Olson ait été témoin de cette expérience fatale. Selon le journaliste d'investigation Gordon Thomas, Olson aurait fait part de ses inquiétudes à un certain William Sargent. Le Dr Sargent était le psychiatre le plus éminent de Grande-Bretagne. Il dirigeait le service de psychologie clinique à l'hôpital Saint-Thomas. Durant la guerre froide, les services secrets britanniques et américains font appel à Sargent en tant qu'expert. C'est lui qui déterminait si nos agents du MI5 ou du MI6 étaient fiables, s'ils risquaient de trahir ou pas. Frank Olson raconte à Sargent ce qu'il a vu à Porton Down. Il a dit « j'ai vu des choses qui ne devraient pas exister ». Sargent a des doutes concernant Olson. Peut-on encore lui confier des programmes de recherche top secret de la guerre froide? Été 1953, la guerre de Corée touche à sa fin. Des nouvelles choquantes envahissent les ondes. Des pilotes américains faits prisonniers confessent avoir largué des bombes bactériologiques sur la Corée du Nord. The germ bombs were loaded 15 minutes before our mission, while ordinarily our aircraft were loaded 2 hours or more before a mission.